Bonjour tout le monde et merci d'être venu ou revenu sur ma chaîne. Si vous avez déjà entendu parler des marchés financiers et que vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que c'est que ce truc, alors vous êtes au bon endroit. Ici, nous allons démystifier et tenter de comprendre comment fonctionne cette bête étrange qu'on appelle les marchés financiers. Ok, passons à la définition. Alors, j'ai été récupérer la définition sur le site de l'AMF, elle est extrêmement claire. Alors, les marchés financiers, ça désigne l'ensemble des lieux et des mécanismes physiques ou virtuels, alors c'est de plus en plus virtuel avec l'informatisation, sur lesquels les acteurs économiques échangent des produits financiers. On le verra un petit peu plus tard, il existe différents types de marchés financiers. Alors on compte parmi eux les marchés boursiers, c'est le plus connu. Il y a aussi les marchés obligataires, les marchés d'échange, le forex entre autres, les marchés des matières premières et le marché des dérivés. Alors, lorsque tout fonctionne bien, c'est-à-dire en régime de croisière, lorsque la mer n'est pas trop agitée, le marché agit comme un gros calculateur géant, capable d'intégrer l'ensemble des informations et des paramètres disponibles. Alors ça peut être des informations de type économique, géopolitique ou psychologique. C'est d'ailleurs le côté psychologique qui fait de temps en temps dériver, voire fortement dériver les marchés, avec les cracks, etc. Donc on a à partir de ça, donc le marché va définir un comportement ou une tendance qui déplace le curseur au plus près possible du centre de gravité de toutes ces contraintes, de tous ces facteurs. Et alors la question qu'on peut se poser, c'est quel est le principal carburant utilisé pour maintenir tout ça en place? Et c'est d'ailleurs ce carburant-là qui sous-tend ou soutient l'ensemble de cet édifice, eh bien ce sont les prix. Effectivement, les prix sont à la base du fonctionnement d'une économie qui est basée sur les marchés. Et comme l'avait très justement souligné un célèbre économiste autrichien, dont je n'oserais pas prononcer le nom, les prix sont un moyen efficace de faire circuler l'information. Il ne faut pas faire un raisonnement très poussé pour s'apercevoir qu'effectivement, un prix représente la synthèse des informations disponibles sur un bien. Si par exemple, je vous indique que je vais acheter une voiture, alors la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce qu'il va acheter une voiture d'occasion ou une voiture neuve? Alors, s'il achète une voiture d'occasion, il peut peut-être en trouver à partir de 3 000 à 4 000. Si c'est neuf, ce sera plutôt à partir de 12 000. Alors moi, si je vous précise que je vais acheter une voiture neuve, bon, vous allez mettre le curseur à 12 000 euros. Après, si je vous précise la marque, alors effectivement, si c'est une Fiat ou une BMW, ça ne va pas être la même gamme de prix, etc., etc. Et de bout en bout, avec la motorisation, etc., on va affiner le prix et on va arriver à trouver un prix qui correspond à l'information disponible. Donc en résumé, les marchés financiers jouent de manière générale un rôle essentiel dans l'économie en permettant la mobilisation des capitaux, la fixation des prix et la transmission de l'information au sein de l'économie. Alors maintenant, on va voir comment est structuré le marché financier. Alors le marché financier peut être découpé en deux grands blocs. On a le marché monétaire d'un côté et le marché des capitaux de l'autre. Alors, on va commencer par le marché monétaire. Alors si on voulait la faire très courte, on dirait que c'est le marché du court justement, voire du très court terme, où la liquidité est reine. Alors, pour mémoire, je rappelle que la liquidité, c'est une caractéristique essentielle des marchés financiers qui indique la facilité avec laquelle un actif peut être converti en espèces sans affecter significativement son prix. Alors, le marché monétaire permet aux institutions financières, aux États, mais également depuis le milieu des années 80 aux grandes entreprises, d'emprunter de l'argent à travers des titres de créance sur de courtes durées, qui ne dépassent pas 12 mois. Alors, dans la mesure où la liquidité est reine et que l'engagement est de très courte durée, le marché monétaire est souvent considéré comme un des marchés les plus sûrs. Alors là-dedans, dans le marché monétaire, donc on a deux grandes lignes. On a le marché interbancaire. Alors c'est le marché auquel le particulier n'a pas accès. C'est réservé aux établissements de crédit et aux banques centrales. Alors le marché interbancaire est un lieu de négoce entre banques sans contrepartie. C'est-à-dire que c'est des emprunts à blanc. Alors celles qui se trouvent en excédent de trésorerie prêtent de l'argent aux établissements qui en cherchent, moyennant un taux d'intérêt bien entendu. Donc là, on est en plein dans le mécanisme qui assure justement cette fameuse liquidité. Alors, les principaux taux d'intérêt utilisés comme référence sur ce type de marché interbancaire sont l'EONIA. Alors l'EONIA, c'est l'acronyme de Euro Overnight Index Average. Il représente le taux moyen, il représente la moyenne des taux d'intérêt pratiqués sur le marché monétaire interbancaire pour les prêts à un jour. Donc c'est les taux au jour le jour. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la BCE a des leviers très puissants pour intervenir sur le marché monétaire, pour réguler justement cette fameuse liquidité. Lorsqu'elle veut augmenter la liquidité, elle peut baisser ses taux de refinancement. Et voilà. Cela permet aux banques de trouver la liquidité dont elles ont besoin pour délivrer des crédits aux entreprises. Et elle peut également raréfier cette liquidité en augmentant les taux.
Alors, la Banque centrale peut aussi jouer sur le taux rémunérateur des dépôts que les banques commerciales laissent dans leur coffre. Alors, moins ces taux d'intérêt sont productifs, et plus les banques ont intérêt à prêter leur liquidité pour obtenir de meilleures rémunérations, et inversement. Alors, voilà pour le marché interbancaire. Maintenant, on va regarder les titres de créances négociables, ce qu'on appelle également les TCN. Alors, c'est un marché où les établissements de crédit empruntent par la création d'actifs financiers de courte durée. Alors, un point important, c'est que les transactions sur ce marché se font de gré à gré. Alors, dans cette grande famille d'actifs, les plus couramment négociés sont les suivants. Donc, vous avez les bons du Trésor. Alors, ce sont des titres de dette à court terme émis par le gouvernement pour financer ces opérations justement à court terme. Alors, les bons du Trésor sont considérés comme des investissements très sûrs. Alors, il y a ensuite les certificats de dépôt, l'acronyme c'est CD. Alors, ce sont des dépôts à terme offerts par les banques. Alors, les investisseurs placent leur argent pendant une durée déterminée et en échange, bien entendu, ils ont un taux d'intérêt fixe. Taux d'intérêt qui est fixe, en l'occurrence. Alors on a ensuite les acceptations bancaires. Alors ce sont les engagements écrits par les banques à payer une certaine somme d'argent à une date future. Alors, ça semble justement un petit peu au futur. Alors ils sont souvent utilisés pour faciliter les transactions commerciales. Ensuite on a les fonds du marché monétaire. Alors ce sont des fonds de commande placement qui investissent dans des titres à court terme, offrant ainsi aux investisseurs une liquidité élevée et une faible volatilité. Alors c'est ce qu'on appelle les OPC monétaires. Alors, les performances financières des OPC monétaires sont liées au taux qu'on a déjà discuté précédemment avec l'EONIA. Alors, l'EONIA qui d'ailleurs a été remplacé par le STR, alors c'est l'acronyme de Euro Short Term Rate. Mais bon, peu importe le nom, ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'il s'agit d'un taux d'intérêt qui est tantôt calculé, tantôt piloté, pour assurer au mieux la stabilité du système financier et la liquidité. Alors, ce sont aussi ces taux, juste pour info, qui servent directement ou indirectement à fixer les rendements sur des choses qui nous touchent d'un petit peu plus près, comme les livrets bancaires, notamment le livret A. Donc voilà pour ce tour d'horizon de la boîte à outils du marché monétaire. Alors là, on va attaquer un volet qui va nous intéresser davantage, puisque c'est lui qui intègre la bourse. Je veux parler du marché des capitaux. Alors, le marché des capitaux peut être scindé en 3 grandes parties. Alors, on distingue le marché primaire, le marché secondaire et le marché hypothécaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché primaire et secondaire sont fortement liés et ne fonctionnent pas l'un sans l'autre. Alors, on en parlera juste après. Alors, par opposition également au marché monétaire ou le marché des devises, ce sont des marchés qui ont vocation à être à plus long terme. Donc, c'est ce qui fait vraiment une des grosses différences. Alors, le marché primaire est aussi appelé le marché des émissions. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on l'appelle le marché du neuf. Alors, c'est un endroit où les sociétés en quête de fonds et les investisseurs se retrouvent en participant à l'élaboration d'accords bilatéraux pour d'un côté aider au financement d'une structure économique naissante, quelle que soit, naissante ou pas d'ailleurs, quelle qu'elle soit, publique ou étatique, et de l'autre côté donc investisseur, faire fructifier son capital. Alors, c'est donc sur ce marché donc primaire, où les actions et les obligations sont proposées pour la première fois aux investisseurs. Alors, ces nouveaux titres, comme les actions par exemple, peuvent être achetés par le biais d'une introduction en bourse, qu'on appelle souvent les IPO, pour Initial Public Offering, et ça peut être également pour faire une augmentation de capital pour une entreprise. Alors, le marché primaire n'est généralement accessible qu'aux professionnels, comme les banques et les intermédiaires financiers. Alors, ce sont eux qui organisent ces émissions, qui posent le cadre, qui aident à fixer le prix de vente, et ce prix de vente d'ailleurs qu'on appelle le prix d'émission. Et une fois que ces titres sont achetés à leurs émetteurs sur le marché primaire, ils vont pouvoir être revendus par ceux qui les détiennent, et c'est là où je fais la transition avec les marchés secondaires, sur ce fameux marché secondaire. Alors, le marché secondaire est le lieu où s'échangent les titres déjà existants, d'où le nom de marché d'occasion, par opposition au marché du neuf qu'on a vu avec le marché primaire. Donc entre les investisseurs qui les possèdent et qui souhaitent les vendre, bien entendu, et ceux qui souhaitent les acquérir, c'est le cas des actions, mais ça peut être le cas des obligations. Alors, c'est la bourse telle qu'on l'entend généralement, et c'est sur ce marché secondaire que le Quidam, tel que vous et moi agissons. Et c'est également sur ce marché que va s'établir la cote du titre. Donc la cote du titre, ça va être un équilibre qui va résulter du jeu de l'offre et de la demande, qui elle-même est fonction
de toute l'information disponible sur le marché au moment de la cotation. Alors pour que ce prix s'établisse correctement, il est important d'avoir un marché secondaire actif sur lequel acheteurs et vendeurs peuvent se rencontrer de façon aussi fluide que possible. Et là, on en revient à cette fameuse notion de liquidité dont j'ai déjà parlé, mais je vais la réexpliquer juste pour bien enfoncer le clou. La liquidité, c'est la possibilité d'acheter et de vendre un volume plus ou moins important de titres rapidement, sans frais excessifs et avec un prix le plus proche possible du cours de référence. Voilà. Alors cette liquidité, elle est assurée généralement par ce qu'on appelle les teneurs de marché ou les market makers sur des plateformes de négociation. Et alors cette liquidité, elle est vraiment beaucoup surveillée par les investisseurs, surtout par les grosses mains, ceux qui font des achats assez massifs. Si un investisseur sait qu'il va pouvoir revendre ses titres facilement parce qu'il y a une bonne liquidité, il sera plus enclin à les acheter. Donc voilà donc l'importance de cette liquidité. Alors, si on devait faire un résumé de ce qui vient d'être dit, premièrement, le marché primaire, c'est ce qui donne du carburant à l'économie, donc c'est là où les titres sont créés. Le marché secondaire, c'est le lieu où on échange des titres financiers déjà créés, donc sur le marché primaire. Par ce mécanisme et aussi par la taille de ce marché, il faut savoir qu'il est beaucoup plus vaste que le marché primaire, il va assurer la liquidité des titres et donc la fluidité. Alors, le marché secondaire va également apprécier ou non la qualité des titres. Alors là, c'est un autre discours que de parler de l'efficience des marchés. Enfin, ça sort du cadre de cette présentation. Donc, il va évaluer la qualité des titres et donc indirectement, il va évaluer la qualité de ce qui est fourni par le marché primaire. Et donc, indirectement également, le niveau de motivation à continuer à investir sur ce marché-là. Bref, ce qu'on voit, c'est que marché primaire et secondaire sont très complémentaires. Alors ensuite, on attaque le dernier volet, mais je ne vais pas trop m'appesantir sur ce volet-là parce qu'il ne me concerne pas beaucoup. C'est le marché hypothécaire. Alors le marché hypothécaire, c'est le marché de l'immobilier. Alors c'est tout ce qui concerne les emprunts hypothécaires dédiés à l'acquisition et à la construction ou à la transformation d'immeubles. Donc voilà, j'en ai fini pour la structuration des marchés financiers. Alors, nous allons voir maintenant les différents instruments financiers qui sont à notre disposition. Alors, ça se passera généralement dans le cadre du marché secondaire, donc c'est là où le particulier peut plus facilement intervenir. Parmi ces instruments financiers, on trouve les titres de capitaux. Alors, il s'agit probablement des produits les plus populaires. Alors, donc ce sont typiquement les actions, qui sont, je le rappelle, des titres de propriété d'une partie de l'entreprise. Ensuite, on a les titres de créance. Alors, les titres de créance sont représentés majoritairement par des obligations. Ce sont des titres de créance qui sont émis par des entreprises, des gouvernements ou d'autres entités. Et dans ce cadre-là, les investisseurs prêtent de l'argent en échange d'intérêts et de remboursement du principal à une date future. Ensuite, on trouve les titres de placement collectif. Alors, les placements collectifs, c'est également ce qui est appelé les OPC, les organismes de placement collectif. Alors là-dedans, on trouve des produits qui sont bien connus, les SICAV et les FCP pour fonds communs de placement. Alors, une OPC, donc ça investit dans une variété d'actifs financiers. Alors là, ça peut être des actions, des obligations, des matières premières, des devises, etc. Et ça permet aux investisseurs de diversifier leur portefeuille et de réduire le risque associé à la détention d'un actif individuel. Alors ça, généralement, c'est géré justement par des sociétés de gestion. Et voilà, ça c'est une façon, entre guillemets, un peu simple de sous-traiter en fait cette partie de notre gestion de patrimoine. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les EPC, on trouve également les ETF, qui sont des fonds indiciels qui représentent des paniers d'actions, d'obligations, et dont le but est de répliquer la performance d'un indice financier spécifique. Bon, on reviendra un petit peu sur ces points-là. Ensuite, on trouve les produits dérivés. Alors les produits dérivés, ça comprend les contrats à terme, qu'on appelle également les futurs, ça comprend également les options et d'autres instruments financiers dont la valeur dépend d'un actif sous-jacent. Alors cet actif sous-jacent, ça peut être une action, une devise, une matière première, etc., ou taux d'intérêt. Et c'est principalement utilisé soit pour couvrir un risque, soit pour spéculer. Et enfin, on a les contrats, les produits structurés. Alors, je ne l'ai pas colorisé, enfin, je l'ai laissé en gris parce qu'en fait, on ne va pas trop rentrer dans le détail. Là, le but, c'est de faire une vidéo d'introduction. Alors, je pense que si vous en êtes aux produits structurés, je pense que cette vidéo ne suffira pas. Il faudra certainement les voir
des choses un peu plus élaborées. Mais en gros, les produits structurés, ce sont des instruments financiers qui combinent plusieurs composantes, telles que les actions, les obligations, les options, les indices, etc. Et le but, c'est que ça crée un produit qui répond à un besoin spécifique en matière de rendement, de risque et de stratégie. Alors, il existe encore pas mal de produits. Alors, je vais les lister rapidement, mais je ne rentrerai pas dans le détail un peu plus loin dans la vidéo. Alors, il y a les fonds immobiliers, il y a les matières premières, il y a les devises, voilà. Alors, on démarre avec les titres de capitaux, que sont les actions. Le détenteur d'une action est appelé actionnaire. Et en tant qu'actionnaire, vous détenez une fraction des actifs et un certain droit dans cette entreprise, et notamment le droit d'intervenir dans la gestion de l'entreprise. Alors ça, bien évidemment, c'est la hauteur du nombre d'actions que vous avez. Alors, les actions d'une société peuvent être cotées sur un marché boursier, là, notamment le marché secondaire. Donc on sait qu'elles sont émises au niveau du marché primaire, et ensuite elles sont négociées et échangées essentiellement sur le marché secondaire. Et de cette manière, elles offrent une certaine liquidité et une très bonne visibilité, mais il existe également de nombreuses entreprises dont les actions ne sont pas cotées, et elles opèrent en dehors des marchés publics. Alors, il existe deux types d'actions. Il y a les actions nominatives et les actions au porteur. Alors, les actions nominatives sont des actions qui sont inscrites dans les comptes de la société. Elles sont munies du nom du détenteur. L'entreprise a donc des liens directs avec les actionnaires et connaît leur identité. Alors, à contrario, l'action au porteur sont inscrites dans les comptes de l'intermédiaire financier, qui peut être une banque par exemple. Une entreprise qui a des actions au porteur n'a pas de lien direct avec ses actionnaires, donc c'est un peu anonyme et ne connaît pas leur identité. Détenir une action vous donne un certain nombre de droits, donc il y en a 6 au total. Alors, le droit qui vous intéresse le plus, c'est le droit au dividende, donc c'est la rémunération qui est proposée à l'entreprise et à l'investisseur. Alors, c'est une rémunération qui n'est pas systématique et dont le taux peut être variable. Alors, si par exemple l'entreprise fait de bons résultats, le taux peut être amené à augmenter. Et à l'inverse, si les résultats ne sont pas très bons, on peut avoir un taux qui baisse, voire que le dividende soit supprimé pendant une certaine période, si par exemple vous avez trou d'air dans l'entreprise. Ensuite, vous avez également un droit à l'information, donc vous avez accès à l'information communiquée par l'entreprise. Vous avez le droit de répartition, c'est-à-dire qu'en cas de liquidation de l'entreprise, l'actionnaire aura droit à une partie du capital social. Vous avez le droit de souscription, c'est-à-dire qu'un actionnaire peut être prioritaire dans la souscription de nouvelles actions, par exemple en cas d'augmentation de capital. Et vous avez également un droit de transmission, c'est-à-dire que le détenteur de ces actions peut revendre ces fameuses actions sur un marché réglementé, donc là en l'occurrence ce serait le marché secondaire pour ce qui concerne le particulier. Alors bien évidemment avec les actions il y a des risques. Le risque, c'est la volatilité. Alors, on peut avoir une action qui a une très forte volatilité. Alors, la volatilité est intéressante quand elle va dans le bon sens, et dans le sens de la croissance du prix de vente de votre action. Par contre, si ça va de l'autre côté, c'est effectivement moins intéressant. Et vous avez la possibilité aussi de perdre totalement votre capital. C'est-à-dire que si la société ne fait plus de résultats et qu'elle tombe en faillite, eh bien, vous pouvez perdre l'intégralité de votre capital. Alors là, on attaque le volet titre de créance. Alors, titre de créance qui est plus communément appelé obligation et plus connu sous ce nom-là. Alors, on peut concevoir les obligations comme une dette de l'emprunteur, c'est-à-dire l'émetteur envers un prêteur, donc l'investisseur. Alors, une obligation, dit autrement, une obligation, c'est un titre de dette qui est émis par une entreprise ou un État et qui donne droit à l'investisseur à un versement d'intérêts. Et ces intérêts vont déterminer un coupon périodique sur une durée préétablie, après quoi l'investisseur sera remboursé, donc à l'échéance, à la hauteur du capital qu'il a prêté initialement. Alors, le montant de ce coupon, tout comme l'échéance de l'obligation, sont fixés dès le départ, et donc connus de l'investisseur au moment de la souscription. Alors, pendant leur durée de vie, les obligations font l'objet d'une cotation en bourse qui vous permet de revendre avant leur échéance ou d'en acheter d'autres. Alors, il existe 3 grands types d'obligations. Il y a les obligations d'État. Alors, dans ce cas, et comme son nom l'indique, il s'agit de titres émis par des États pour assurer le financement de leurs dettes. En France, les obligations d'État sont appelées les obligations assimilables au Trésor. Donc, l'acronyme, c'est OAT. Et aux États-Unis, on les appelle les Treasury Bonds, autrement dit, plus connus sous le nom de T-Bond. Alors ensuite, on a les obligations corporate. Dans ce cas, il s'agit de titres émis par une entreprise privée pour assurer le financement de sa dette ou son développement.
Et enfin, on a les obligations convertibles. Alors ça, c'est une obligation un peu particulière. C'est une obligation corporate un peu particulière. C'est-à-dire c'est une obligation corporate à laquelle on a adossé un droit de conversion qui offre la possibilité aux détenteurs du titre d'échanger l'obligation en actions de la société émettrice selon une parité de conversion préfixée et durant une période prédéterminée. Alors, leur comportement est assez proche des actions auxquelles elles permettent d'accéder en limitant le risque. Alors, en général, la rémunération est assez faible sur ce type d'action. Alors, voici les principales caractéristiques donc, des obligations et les critères qui peuvent guider notre choix. Alors, la première chose, c'est la durée de vie. Alors, elle peut s'étendre de quelques années, mais principalement, on les trouve entre 5 et 30 ans. Ça peut être à perpétuité également. Alors, dans ce cas, il n'est pas prévu de remboursement du capital, sauf par anticipation. Plus la durée est longue, plus le risque de non-remboursement de cette dette est importante, et donc plus les taux d'intérêt servis par l'émetteur de l'obligation est en théorie élevé. Alors on a ensuite les taux d'intérêt. Le taux d'intérêt donc de cette obligation, il peut être fixe ou variable selon la durée de vie de l'obligation. Il peut également être révisable, c'est-à-dire passer de fixe à variable ou l'inverse. Il peut enfin être indexé sur quelque chose. Alors on le retrouve assez souvent indexé sur l'inflation, mais ça peut être le cours du baril de pétrole, ça peut être l'or, ça peut être le CAC, etc. Et ça peut être également calculé sur la base d'un zéro coupon, ce qui signifie qu'il n'y a pas de versement de coupon durant la vie de l'obligation. Et enfin, l'autre point important, ça peut être un mode de distribution ou de capitalisation. La quasi-totalité des obligations prévoit de verser leur intérêt chaque année. A contrario, certaines capitalisent ces intérêts et remboursent au terme de leur valeur du capital initial et de la totalité des intérêts. Les premières s'adressent plutôt aux personnes à la recherche de revenus supplémentaires et les secondes visent celles qui désirent plutôt constituer un capital dans le temps. Donc on trouve exactement la même chose sur les ETF par exemple. Alors, une obligation assure à son détenteur un revenu fixe, à échéance fixe, sur une période donnée, et ces instruments sont donc considérés comme peu risqués. De plus, le créancier est prioritaire face à l'actionnaire en cas de défaillance de l'entreprise. Alors maintenant, on peut regarder quels sont les risques générés par les obligations, qui gravitent autour des obligations. Alors, le premier risque, c'est le risque de crédit. Bon, le risque de crédit, c'est juste que c'est le risque que l'émetteur de l'obligation, l'entreprise ou l'État, ne rembourse pas du tout, pas tout ou partie du crédit effectué. Donc ça, de mon côté, c'est un peu du vécu. Alors, ce risque dépend donc de la qualité de l'émetteur de l'obligation. Le rôle des agences de notation, justement, est d'indiquer au public le risque de crédit de telle ou telle entreprise en leur attribuant une certaine note. Alors ensuite, il y a le risque de taux. Alors, le risque de taux, c'est lié à l'évolution des taux d'intérêt du marché suite à l'émission de l'obligation. Par exemple, si le taux du marché devient supérieur à celui de l'obligation que vous avez acheté, cela va dévaluer votre obligation. Et en effet, parce que si votre obligation sera moins prisée que les obligations nouvellement émises si le taux est plus intéressant. Alors ce risque est également lié à la durée de vie d'une obligation. Plus elle sera longue, plus les fluctuations de taux de marché seront nombreuses et le risque de dévaluation de l'obligation potentiellement importante. Alors on a aussi le risque de change. Alors il existe pour les obligations libellées en devises étrangères notamment un risque lié au taux de change, enfin pas notamment forcément. Alors ce risque est bien sûr inexistant pour les obligations en euros. Alors si on veut prendre un exemple, si vous détenez une obligation d'une entreprise américaine, en dollars donc, l'obligation peut être rentable, mais si le dollar baisse par rapport à l'euro par exemple, la valeur de votre obligation diminue également. Ok, donc le cours d'une obligation peut être également influencé par la conjoncture économique globale, la situation politique d'un pays, ou encore tout autre événement qui peut influer sur le cours de change entre les monnaies. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que le risque encouru par un actif obligataire n'est pas le même entre une obligation gouvernementale et une obligation d'entreprise, un État étant effectivement souvent réputé plus solide. Alors, maintenant, on va attaquer les produits dérivés. Alors, les produits dérivés, c'est un gros morceau pour deux raisons. Alors, la première, c'est parce que ça intègre beaucoup d'actifs, on le verra tout à l'heure. Et le second, c'est que c'est un gigantesque marché. Alors, si on reprend les données les plus récentes de la BRI, de la Banque des règlements internationaux, le marché des dérivés s'est estimé à 1,4 quadrillion de dollars. Alors, c'est 1,4 avec plein de zéros derrière. Là, c'est assez difficile à imaginer. Par contre, là, on peut plus facilement imaginer la taille que ça peut représenter. C'est que ça représente 40 fois la valorisation de toutes les actions de la planète, ou 10 fois celle des marchés des actions, plus les bons réunis, c'est-à-dire toutes les obligations en tout genre. Et c'est également, pour bien imaginer un peu la taille de ce type de marché, c'est 23 fois le PIB mondial.
Alors, si on revient à ces produits dérivés, ce sont des instruments financiers qui reposent sur ce qu'on appelle des sous-jacents. Et ces sous-jacents peuvent être très variés et représenter plusieurs classes, plusieurs classes d'actifs sont envisageables. Alors, le sous-jacent pourra être ce qu'on a déjà vu, des actions, des paniers de valeurs mobilières, un indice boursier, mais aussi des matières premières, des obligations, et même plus récemment des crypto-monnaies. Alors, la valeur d'un produit dérivé dépend de ce sous-jacent, déjà du sous-jacent, mais également du temps. Alors, l'usage de ces produits, c'est surtout pour que l'investisseur puisse se couvrir contre l'évolution défavorable des marchés, mais il peut aussi les utiliser pour spéculer, en amplifiant la valorisation d'un sous-jacent en utilisant l'effet de levier. On le verra aussi un petit peu tout à l'heure. En achetant un produit dérivé, l'investisseur pourra aussi profiter de la variation d'un actif sans le détenir réellement et physiquement. Et également, là aussi, profiter d'un effet de levier. Alors, les produits dérivés sont négociés sur les marchés organisés ou directement entre parties, ce qu'on appelle le gré à gré, ou over-the-counter. Alors, over-the-counter, c'est un peu, entre guillemets, ça s'apparente un petit peu à ce qu'on pourrait imaginer comme étant la jungle dans le marché des marchés financiers. Et les investisseurs, pour cette raison, les investisseurs sont de plus en plus incités à utiliser des chambres de compensation qui sont bien encadrées par les régulateurs. Alors, donc maintenant, on va voir les principaux cas d'utilisation de ces produits dérivés. Alors, le principal, qui est énormément utilisé, c'est de faire ce qu'on appelle du hedging. Ça, c'est la version anglaise. En français, c'est couverture. Alors ça permet à l'investisseur qui anticipe une baisse du cours d'un des actifs ou de tous les actifs qu'il a dans son portefeuille, de le protéger en utilisant des produits dérivés. Alors, dans ce cas-là, il choisira un produit dérivé dont sa valeur augmente en cas de chute des cours d'un des actifs qu'il a en portefeuille, donc ça deviendra un sous-jacent pour le dérivé en question. Et donc la baisse qui sera enregistrée par son portefeuille sera ainsi compensée par la performance positive du produit dérivé qu'il aura sélectionné. Et dans ce cas-là, il s'orientera plutôt vers des varantes ou des ventes de put avec un certain strike, donc un niveau de prix en dessous duquel il ne souhaite pas descendre, et donc avec une certaine échéance, ou alors avec des certificats short. Donc ça, c'est le premier cas d'utilisation qui est extrêmement répandu. C'est probablement le cas le plus important dans le domaine de l'utilisation des produits dérivés. Alors ensuite, il y a une autre possibilité, c'est de faire la spéculation. Dans ce cas-là, l'investisseur peut aussi avoir recours aux produits dérivés dans une optique de trading, donc. Et alors en effet, grâce à l'effet de levier que proposent les dérivés, les perspectives de gains, mais aussi de pertes sont accrues. L'investisseur pourra se positionner sur un actif avec un montant minimum, qui sera bien inférieur à ce qu'il aurait mobilisé en cas d'achat, et de faire des profits ou des pertes potentiellement décuplées. Alors, le trader pourra ainsi utiliser des produits à levier pour anticiper la hausse ou la baisse d'un cours du sous-jacent. Ici aussi, on retrouve les varantes, les options simples ou complexes, tous ces produits-là pourront être utilisés. Alors, certains traders chevronnés pourront aussi avoir recours aux contrats à terme tels que les futurs. Donc là, on en parlera un petit peu aussi tout à l'heure. Dernier cas d'utilisation qui est beaucoup moins répandu, c'est l'arbitrage. Alors là, l'investisseur particulier peut également choisir d'investir dans des produits dérivés dans une optique d'arbitrage et ainsi acheter un produit dérivé sur un marché et le revendre sur un autre en profitant de l'écart de change ou de valorisation entre les deux. Et il peut aussi s'agir d'arbitrage sur différents produits dérivés pour anticiper un écart entre un warrant et une option, entre un certificat et un contrat à terme. Regardons maintenant quels sont les principaux types de produits dérivés. Alors, la première catégorie, donc, il s'agit de futures ou de forwards. Donc là, il s'agit de produits fermes où l'investisseur s'engage à acheter ou à vendre, on parle de position longue ou de position courte, un actif à une échéance et à un prix d'exercice qui est convenu à l'avance. Alors la différence entre forwards et futures, c'est résulte des marchés sur lesquels les contrats sont conclus. Les forwards concernent des transactions de gré à gré, alors que les futures, ce sont des transactions se déroulant sur un marché organisé.
Alors ensuite, on a les options. Alors les options, c'est un marché vraiment très très intéressant. J'y consacrerai d'ailleurs probablement une vidéo. Alors les options, c'est un produit dérivé qui donne à l'acheteur le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre le sous-jacent à une date et à un prix convenu à l'avance. Donc ce droit est concrétisé par le versement d'une prime qui ne représente qu'une fraction du prix du sous-jacent. C'est grâce à ça qu'on peut faire d'ailleurs de l'effet de levier. Alors moi, les options, je les utilise beaucoup. Je trouve que c'est un produit vraiment très très intéressant, qui a des propriétés un peu auto-cicatrisantes, etc. Et je pense que, effectivement, je consacrerai une vidéo là-dessus, parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment maîtriser, et ça permet également de bien protéger son portefeuille. Alors ensuite, on arrive sur les varants. Alors, les varants permettent d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix à une date d'échéance convenue à l'avance. Donc là, on retrouve un peu le phénomène option. Pour acquérir ce droit, l'investisseur verse une prime, et cette prime est ensuite cotée en bourse. Alors, les varants sont des valeurs mobilières, et créées par un émetteur, en général c'est des établissements financiers privés, pour être ensuite proposés à la vente aux investisseurs pour des levées de fonds. Parfois c'est juste aussi pour inciter à l'achat de leurs produits, de certains de leurs produits. Alors que les options, c'est plutôt des contrats. Ils sont émis sur des marchés réglementés, comme l'Euronext par exemple. Alors les varants figurent sur le même compte titre que les actions, donc valeurs mobilières, alors que la négociation d'options donne lieu à la création d'un compte distinct. Donc les caractéristiques et la négociation des varants peuvent être un peu plus diversifiées que ce qu'on peut trouver au niveau des options standardisées. Alors ensuite on a les swaps. Alors les swaps, c'est ce qui permet d'échanger une valeur contre une autre valeur. Par exemple, ça peut permettre de couvrir un risque de variation de taux relatif à un emprunt, un placement, des devises, etc. Alors ça peut être une sortie de crédit croisé consenti entre deux parties pour une période fixée dès le départ, et ça peut aller de quelques jours à quelques années, en passant bien entendu par quelques mois. Alors la plupart des swaps sont conclus par des banques et des établissements financiers. Alors moi, comme j'aime bien le côté un peu historique des choses, l'origine historique des swaps, ça remonte aux années 60, et à cette époque, la Fed, donc la Banque centrale américaine, est intervenue sur les marchés d'échange pour soutenir le dollar. Et pour le soutenir, elle a alors échangé des billets verts contre des marques auprès de la Bundesbank, donc la banque centrale allemande, en s'engageant à ce que l'échange inverse, c'est-à-dire la restitution des marques et la récupération des dollars, s'effectue à une date fixée à l'avance. Alors, un swap de taux, ça peut être utilisé par une entreprise pour ajuster sa structure de dette. Imaginons par exemple que cette entreprise ait emprunté de l'argent à un taux fixe et qu'elle anticipe une baisse des taux. Alors dans ce cas, il sera avantageux, si ces prévisions s'avèrent correctes bien entendu, de swapper ce taux fixe, qu'on appelle également jambe fixe, contre un taux variable, et là qui est également appelé, qui est plutôt appelé jambe variable, comme on peut s'en douter, afin justement de bénéficier de cette baisse. Alors la partie qui paie le taux fixe, donc la jambe fixe, recevra en échange un taux variable, et de son côté la jambe variable versera un taux variable tout en recevant un taux fixe. Bon, c'est un peu compliqué, mais voilà. Alors, cependant, si cette entreprise s'est endettée à taux variable et qu'elle craint une hausse des taux, donc là on peut imaginer la situation inverse, elle peut faire justement l'inverse en swappant son taux variable contre un taux fixe. Cela permet de figer le coût de son emprunt et donc de se protéger contre une éventuelle augmentation des taux d'intérêt. Alors, dans les deux cas, il n'y a aucune transaction concernant le capital emprunté. Les swaps de taux ne portent que sur les flux d'intérêts échangés entre les parties. Alors les swaps sont beaucoup utilisés par exemple dans le cadre des ETF, notamment, enfin des ETF synthétiques, donc ça appuie beaucoup sur ce genre de produits. Alors concernant les risques, alors c'est un peu les mêmes risques que ce qu'on avait vu un petit peu pour les actions, obligations, etc. On retrouve de toute façon toujours un peu les mêmes risques. On a bien évidemment les risques de volatilité, donc ça peut partir vraiment très fort dans un sens ou dans l'autre, d'autant plus que la plupart du temps on a des effets de levier. Il y a bien évidemment les risques de liquidité, si vous n'avez pas la contrepartie en face, et vous avez bien évidemment aussi les risques de crédit si vous travaillez avec des dérivés qui s'appuient sur le système obligataire. Donc voilà, j'en ai fini pour les produits dérivés. On arrive sur le récapitulatif qui fera office de conclusion pour cette petite présentation. Si on commence par les actions, les avantages, donc, c'est potentiellement du rendement élevé à long terme,
Possibilité de participer aux bénéfices et aux dividendes de l'entreprise, liquidité élevée sur les marchés boursiers, diversification possible à travers une large gamme d'entreprises et de secteurs. Alors l'inconvénient, c'est que comme c'est un marché très dynamique, on a de la volatilité au niveau des prix qui peut entraîner donc des pertes importantes. Ça peut aussi aller dans le bon sens. On n'a aucune garantie de rendement. C'est-à-dire qu'on peut très bien vous payer des dividendes et puis à un moment donné décréter que la société a eu des résultats moins bons que prévus et du coup couper les dividendes ou les réduire. Et par contre, ça demande aussi quand même pas mal de travail, la nécessité de faire une analyse et une gestion continue. Alors ensuite, on passe aux obligations. Alors l'avantage, c'est qu'on a des revenus réguliers sous forme de paiement d'intérêt, donc ça c'est intéressant quand on a un gros capital par exemple. On a une volatilité qui est bien moindre par rapport aux actions, et c'est généralement considéré comme plus sûr. Et alors l'inconvénient, c'est que c'est le pendant de ce qu'on vient de dire, hein. Le rendement est potentiellement inférieur à ceux des actions. Le risque, on a un risque sur le taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt augmente, ça réduit le cours des obligations. Et on a une dépendance à la qualité de l'émetteur. Alors ensuite, on a les fonds communs de placement. Alors les avantages, ce sont la diversification instantanée grâce à un portefeuille qui est géré par un professionnel. C'est accessible aux petits porteurs, enfin aux petits investisseurs du moins. On a une liquidité car les parts peuvent être achetées ou vendues à la valeur liquidative quotidienne. Alors par contre, l'inconvénient, c'est qu'on a des frais de gestion annuels, et on en a déjà discuté, ça peut être assez important. On a une dépendance à la performance du gestionnaire de fonds, c'est-à-dire si le gestionnaire de fonds ne fait pas bien son travail, on peut avoir une performance qui peut s'en sortir de manière assez significative. Et on a des rendements qui sont liés au marché du sous-jacent. Bon, voilà, donc ça dépend du type d'OPC qu'on aura choisi. Alors ensuite, les dérivés, les avantages, c'est la possibilité de couvrir des risques liés aux fluctuations de prix. Donc ça, on en a longuement parlé un peu avant. On peut faire potentiellement de la spéculation et de la gestion du risque. On a une flexibilité en matière de stratégie de trading, notamment avec les options. On peut faire pas mal de combinaisons différentes. Et par contre, l'inconvénient, c'est que c'est des instruments qui sont assez complexes. Il y a là également des risques de contrepartie et on a la possibilité d'avoir des pertes relativement importantes si on fait une mauvaise utilisation. Donc ça nécessite de bien maîtriser l'outil. Donc en conclusion générale, je dirais que les produits financiers, on l'a vu, offrent une multitude de possibilités pour l'investisseur. Il existe des outils pour ceux qui cherchent des objectifs de croissance à long terme, pour ceux qui cherchent plutôt qui ont plutôt des objectifs de revenus réguliers ou qui souhaitent simplement faire de la gestion de risque sur un portefeuille déjà bien établi. Alors, il est essentiel de comprendre les avantages et les inconvénients de chaque produit, et ça c'est un peu la clé, de définir vos objectifs financiers personnels et d'ajuster votre portefeuille en fonction de votre tolérance au risque, et bien souvent c'est un peu lié aussi à votre âge. Donc par exemple, lorsque vous commencez à avancer un petit peu en âge, ce que vous souhaitez, c'est sécuriser votre capital. Tant pis si le rendement est un petit peu moindre, et inversement, quand vous êtes jeune, vous préférez des choses un peu plus dynamiques, c'est-à-dire avoir peut-être que vous aurez plus de volatilité, mais aussi potentiellement plus de profit. Et éventuellement, si vous loupez, vous pouvez vous récupérer dans le temps. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que la gestion financière, c'est une démarche continue, et il est vraiment important de rester informé et de s'adapter régulièrement aux évolutions du marché. Alors ça prend un peu de temps. Et que vous investissiez dans des actions, des obligations, des fonds communs de placement ou les dérivés, la connaissance est vraiment la clé du succès en finance. Alors, j'espère que cette présentation vous était utile. Alors, si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir un peu plus sur un produit financier en particulier, n'hésitez pas à me poser vos questions à travers les commentaires. Et merci d'avoir visionné cette vidéo. Et au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu financier ou d'investissement en tout genre. Et puis peut-être à bientôt.